Bien, eh bien donc, nous sommes donc une fois de plus en toute liberté. Donc c'est une émission dans laquelle on invite des gens qui en général ont quelque chose à dire, ce qui fait déjà une différence considérable avec ce qu'on voit à la télévision. Je vous présente donc Monsieur Bigot, qui a d'immenses qualités de politologue, de spécialiste de l'économie, mais qui aussi dirige une école. C'est-à-dire qu'il a un peu quelque part les mains dans le cambouis et dans ce qui m'est le plus cher à moi, c'est-à-dire la transmission. Vous voyez ce que je veux dire? Il est beaucoup plus important d'être directeur d'école que d'être politologue, si vous me permettez cette remarque personnelle. Parce que vous aurez une influence sur les 50 ans qui viennent sur les gens que vous aurez formés. Et ça, je trouve ça admirable. C'est ce que j'essaye de faire ici, mais d'une autre façon. Nous sommes avec mon ami Jean-Jacques Netter, que j'appelle toujours mon complice en crime. C'est-à-dire qu'on a monté l'Institut des Libertés ensemble avec ma fille Emmanuelle il y a déjà un certain temps. Et maintenant, on est passé à l'Institut des Libertés Médias pour essayer de toucher un autre public que le public de l'écrit. Et donc, je crois que vous avez beaucoup écrit. J'ai ici un petit résumé de tout ce que vous avez écrit. Oula, vous avez ma fiche. J'ai votre fiche, vous savez, je suis... Ne croyez pas à tout ce qu'ils ont ma fiche. Non, je ne crois... Elle a été faite par notre ami, la fiche. Donc, et vous avez l'air d'avoir un problème, si je peux me permettre, avec les élites, qui se seraient coupées du peuple, en quelque sorte, et qui vivent dans un monde... un petit peu comme les Aztèques qui massacraient tous les non-Aztèques, si vous voulez, qui étaient là-haut dans la sphère dirigeante. Et ceux qui sont en dessous, ceux que les hommes de quelque part, si j'ose dire, pour reprendre la déclaration, la formule de Godard, ça les importune en quelque sorte. Ils trouvent qu'il serait mieux s'ils pouvaient gouverner le monde avec leurs copains qu'ils ont à Bruxelles, à Francfort, à New York ou à Hong Kong, voire à Pékin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de satisfaction à être entre eux, quoi. Et dans le fond, tu parles pas de Davos, là? Pas vraiment, mais enfin, ils y vont aussi, c'est vrai. Et donc, oui, je parle pas de Davos. Non, mais les stations de ski sont fermées, je crois. Les stations de ski sont fermées. Pas en Suisse. Ceci dit, il paraît que le gouvernement français songe à faire un haut commissariat aux chaussures de ski. Mais enfin, vous savez que le président a besoin de s'occuper des intérêts supérieurs de la nation et empêcher les gens d'aller skier en Suisse me paraît un truc... C'est-à-dire que plus les sujets sont microscopiques et plus ça a l'air de les passionner, en fait. Plus ça a l'air de les passionner, parce que là, ils peuvent enfin déployer l'étendue de leur pouvoir, quoi. Donc, je voudrais que vous nous parliez un petit peu des élites, parce que ce qu'il y avait bien, si je peux me permettre, dans le temps, c'est qu'on avait des guerres, et que dans les guerres sortaient des gars que les autres suivaient. Volontairement. C'est vrai. Et maintenant, on est dans un système, pour revenir à Nassim Taleb, où tous les gars qui sont là-haut n'ont pas de skin in the game. Ils n'ont pas de... Ils sont pas aguerris, quoi. Ils sont pas aguerris, et s'ils prennent une gamelle, s'ils se trompent, ils sont promus. Donc, si vous voulez, puisqu'ils sont dans ces processus administratifs qui les fait avancer, etc. Donc, parlez-moi un petit peu des élites en France, parce que moi, j'ai vécu 15 ans en Angleterre, puis 20 ans en Angleterre, puis ensuite 10 ans à Hong Kong, donc j'ai perdu un peu le contact avec tous ces génies. Bah, vous n'avez rien perdu, d'abord, je pense, pour commencer. Moi, j'ai pas spécialement envie de parler de moi, ni par manque de pudeur ou excès de pudeur, mais parce que je suis pas sûr que ce soit passionnant, mais néanmoins, peut-être que c'est intéressant. Il y a toujours, vous savez, des biais cognitifs. Il y a des raisons pour lesquelles vous êtes intéressé par un sujet. C'est jamais le fait du hasard. Il y a souvent un élément biographique. Donc, effectivement, moi, j'ai grandi dans ce qu'on appelle les quartiers, aujourd'hui pudiquement, les banlieues, très ironique, parce que le lieu du ban, comme vous savez, au Moyen-Âge, c'était là où on rendait la justice, donc c'est plus tellement des endroits de justice, mais enfin bon, ces fameux bars HLM du 93, d'apport de Bagnolet, tout ça. Bon. Donc, et je me suis retrouvé téléporté par les hasards de la vie à Sciences Po, dans des préparations grandes écoles, etc. Et donc, j'avais, disons, peut-être aussi un autre élément biographique. J'ai été, non pas élevé par des gens qui avaient fait mai 68, mais la personne qui m'a élevé avait été arrêtée par les Allemands
pendant la guerre. Et donc, moi, quand j'avais 12-13 ans, il m'a amené, il avait été, bon, c'est le seul de sa famille qui a survécu, il m'a amené au bois de Boulogne, il m'a dit, je vais te montrer ce qu'est la police en réalité, il n'y a pas de police sans informateur et tu vas voir comment fonctionne la police. Et donc, un gamin de 12 ans, j'étais littéralement fasciné, et il y avait des petits camions de police, et chaque prostituée donnait manifestement un petit quelque chose au camion de police. Donc il m'a dit, voyez, tu vois, en fait, il faut jamais regarder la société sans comprendre qu'il y a une sorte d'arrière-plan. Voilà, les choses ne fonctionnent pas toutes seules. Donc la police fonctionne avec des informateurs. Ce qu'on pense être la loi et l'ordre, c'est la loi et l'ordre, certes, mais il y a une part, en fait, un peu d'ombre. Ouais, d'ombre. Comme dans notre organisme, il y a un intestin avec des bactéries qu'on héberge dans notre corps qui servent à nettoyer les autres bactéries, etc. Donc il ne faut pas être naïf dans la vie. Et donc c'est cette idée suivant laquelle chaque catégorie sociale, finalement, chaque époque aussi, se réfère, disons, à ce que les Grecs appelleraient la doxa, une opinion, et considère comme étant indiscutable un certain nombre de vérités en tout cas des postulats qui sont jamais discutés. J'ai publié un certain nombre de papiers sur le logos grec. C'est-à-dire cette façon, si vous contrôlez le logos, c'est-à-dire cette doxa, exactement. Automatiquement, vous contrôlez la société. Quoi. Exactement. Et donc, ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, c'est de constater que la classe dirigeante se fait fort de ne pas partager les mêmes préjugés que le commun des mortels, et a des idées à elle. Alors là, si on revient sur nos sujets, c'est bien sûr l'état de droit versus le règne de la démocratie qui peut devenir illibéral, c'est bien sûr la supériorité de l'euro et la nécessité absolue de l'Europe parce que la France est trop petite, ce sont des dogmes qu'il est interdit de discuter, comme il est interdit de discuter du caractère irrécusable, irrévocable, inarrêtable de la globalisation qui disqualifie les nations, etc. Si je peux me permettre une seconde, je suis désolé de vous interrompre, mais c'est la troisième globalisation de l'histoire. Il y en a les deux premières qui ont fait des marches arrière considérables, sans parler d'Empire romain, etc. Mais dans la période récente... l'histoire n'est faite que d'aller-retour, oui, de stop and go, etc. Et de dialectique. Déjà, dire ça, c'est faire preuve, en quelque sorte, de la croyance que vous avez un sens de l'histoire. Exactement. Et en fait, l'histoire, la première chose que l'histoire fait, c'est d'invalider ce sens, justement. Et de penser que le Reich dure 1000 ans, mais quelques années plus tard, il finira dans les ruines de Berlin. Donc oui, l'histoire est une grande leçon d'humilité, mais l'histoire montre une chose, c'est que les futurologues, les gens qui prédisent, etc., et qui pensent que l'histoire s'est arrêtée, ou en tout cas qui prétendent en détenir le sens et la clé, sont généralement invalidés par les événements qui surviennent. Et que finalement, ça aussi c'est quelque chose qui m'a été transmis très jeune, que c'est l'improbable qui survient, c'est l'imprévisible qui survient, c'est l'inattendu qui survient. Donc confère le 11 septembre, confère la crise du coronavirus, etc. Donc peut-être que c'est peut-être par souci d'honnêteté aussi de dire que c'est ça qui m'a conduit à être vraiment frappé par la sottise des élites, en tout cas, par l'incapacité des élites, des classes dirigeantes, à finalement interroger leurs propres dogmes et interroger leurs propres opinions, leurs propres doxa, et les considérer comme étant la garantie d'abord de le gage de leur propre supériorité. Et elles avaient l'impression que si elles interrogeaient leurs propres dogmes, elles allaient déchoir. Et cette volonté aussi de se distinguer, qui est probablement très française, parce que moi j'ai moins connu les élites d'autres pays, mais il y a cette obsession de ne surtout pas faire partie du peuple, en quelque sorte. Et ça, on retrouve ça chez bien des auteurs. Je crois avoir lu ça chez La Brière, la Rochefoucauld, etc. Il y a l'idée que les classes dirigeantes en France, elles appartiennent presque à un autre peuple, en quelque sorte. Voilà, c'est tout à fait exact. Et là, si je peux me permettre, je vais peut-être vous dire peut-être un peu la raison de ça. C'est peut-être, celle que j'ai trouvée moi, c'est que dans un pays, dans le fond, vous avez le peuple qui s'occupe de lui-même, qui essaye d'élever les enfants, de trouver du boulot, de mener une vie digne, enfin bref. Puis vous avez ce que j'appelle la classe administrative qui fait fonctionner les rouages de l'État. Et la classe administrative, c'est le monde où il n'y a aucune incertitude. Tout est prévu. Vous avez des règles, des normes, des papiers, des trucs, des machins, des interdictions, des permissions, etc. Et ça, c'est le règle de l'incertitude. Et c'est là où les bons esprits, les intelligents vont, parce que, si vous voulez, ils peuvent apprendre toutes les règles idiotes. Ils ont plus de mémoire que moi, vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, ils ne se posent pas de questions sur l'idiotie de la règle ou pas. Ils l'appliquent, quoi. Et puis tout en haut, quand vous êtes dans le monde des affaires ou dans le monde de la politique, vous avez le règne de l'incertitude, du risque.
Et là, ça requiert des qualités complètement différentes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le fond, depuis Giscard, la classe administrative a pris le contrôle de la classe politique. Et donc nous n'avons plus de classe politique, nous n'avons plus de paratonnerres à risque. Nous n'avons que des gars qui, dès qu'il y a un problème, ne pensent qu'à mettre des nouvelles normes. On le voit très bien dans la crise du Covid. Et quand ils en ont pas, ils en inventent. Mais parce que c'est la seule façon de les rassurer eux. Absolument. De les rassurer eux. Donc le vrai problème qu'on a, si vous voulez, c'est que nous n'avons plus de classe politique. La classe administrative a phagocyté la classe politique. Bien sûr. Et donc, si vous voulez, on n'a plus de paratonnerre à risque. C'est comme un chef d'entreprise qui ne se préoccuperait pas de la concurrence, en quelque sorte. Est-ce que je veux dire qu'il continue à vendre les mêmes trucs, des machines à vapeur ou des diligences, alors qu'on est en train de passer à l'automobile. Donc, ils sont dans un monde figé. Ils fonctionnent toujours au précédent. Je suis complètement d'accord avec vous. Ils fonctionnent au précédent, et donc ils pensent d'ailleurs que c'est la grande bêtise de l'intelligence artificielle probablement, c'est d'imaginer que voilà, les données qu'on a collectées sur le passé vont permettre de savoir ce que va devenir le futur. Mais le futur, c'est toujours l'incertitude et l'incertain et l'inattendu d'ailleurs. L'inattendu, et pour une raison très simple, c'est que notre civilisation a été faite par l'invention. Et que par la définition, l'invention, c'est en quelque sorte, ce que je dis toujours aux gens, un éclair divin qui fait que d'un seul coup, le monde n'est plus pareil. Il y a une différence essentielle entre une chandelle et une ampoule électrique. Le monde avant et après est complètement différent. Bien sûr. Il y a un monde avant le PC et après le PC, ou avant l'Internet et après l'Internet. C'est plus du tout les mêmes. Donc comment voulez-vous prévoir des choses qui ne sont pas là, et donc vous ne savez même pas qu'elles seront là un jour. Dans le fond, ce qui caractérise ces gens, c'est un manque total de modestie. C'est un manque total de modestie, et c'est surtout l'immodestie qui conduit directement au désastre, à l'aveuglement au désastre. Exactement. L'aveuglement au désastre, c'est-à-dire à la fois un sentiment de supériorité qui les protège contre le réel, qui les empêche de voir leurs propres contradictions, et surtout qui les persuade que voilà, le futur va ressembler à ce qu'ils connaissent, quoi. Et ils sont armés. C'est la ligne Maginot. C'est exactement la ligne Maginot. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait la ligne Maginot, et ce que disait De Gaulle, c'est à quoi sert une place imprenable à être prise. Donc, la ligne Maginot étant vraiment le péché originel de toute classe dirigeante qui s'est installée, parce qu'on va peut-être parler de la chronologie et comment ça s'est diffusé dans le temps. Oui, parce que je veux tout de suite écarter une idée qu'on pourrait se faire, c'est-à-dire que je serais une sorte de populiste considérant qu'une élite est totalement superflue et que finalement les populations pourraient se gouverner elles-mêmes. Moi, je crois à l'élitisme, je crois une sorte d'aristocratie au sens étymologique des meilleurs. Une société, une élite ouverte. Par principe, si c'est vraiment une élite, elle est ouverte. Si c'est vraiment une élite, elle n'a pas peur d'être mise en concurrence. Et elle essaye d'attirer à elle les meilleurs aussi, finalement. Et elle se remet constamment en question. Elle remet en question ses dogmes, elle remet en question sa sociologie. C'est ça qui est vraiment frappant et fascinant, c'est que les aristocraties les plus conservatrices vont anoblir. C'est-à-dire qu'elles vont chercher à l'extérieur d'elles-mêmes, même lorsqu'elles croient au droit du sang, ce qui n'est pas du tout le cas de la méritocratie républicaine française qui fonctionne par concours, comme chacun sait. Mais là, en réalité, par des mécanismes qu'elle plus ou moins volontaires et plus ou moins conscients, elle s'est sociologiquement ossifiée. Elle s'est refermée sur elle-même, de sorte qu'elle va chasser tout ce qui n'est pas conforme à son modèle. Et donc là, cette espèce d'atrophie va préparer son déclin, en réalité. Il y est déjà, mais... je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, que les classes dirigeantes de Polytechnique, HSC, Sciences Po, l'ENA venaient de 40 jardins d'enfants à Paris. Si on en trouve un 41e, ça sera une grande révolution. Oui, ce que je veux dire. Autrefois, quand j'étais jeune, j'avais entendu parler de Jaurès, qui sortait de nulle part, là-bas du côté de Rodez. Ce que je veux dire, c'était des gars... ou même de Pompidou, qui était fils d'instituteur à Montboudif. Donc vous aviez quand même des gens qui venaient des profondeurs du peuple et qui ramenaient un peu de bon sens vers ces gars-là. Parce que si vous avez été toujours avec les mêmes 40, les parents étaient ensemble, etc., c'est une espèce d'endogamie incroyable, quoi. Et j'imagine qu'ils se marient entre eux. Alors oui, et je pense que le temps ne fait rien de bon. C'est-à-dire que le temps va tendre en quelque sorte à ossifier et à faire
à épaissir les défauts et les traits caricaturaux d'une classe dirigeante, de toute classe dirigeante. Cet exemple de Jaurès est très intéressant parce que on voit quand même qu'à l'occasion de chaque crise, et des gens comme Jaurès, c'est-à-dire le personnel, enfin on va dire la sociologie, la génération aussi, et enfin l'idéologie, et les trois fonctionnent ensemble. Quand il y a un renouvellement de classe dirigeante, il y a de nouvelles idées, il y a une nouvelle sociologie, et il y a de nouvelles générations. Ces gens-là sont sortis parce qu'il y a eu un effondrement de la classe dirigeante précédente à travers Sedan ou la défaite de 70. Mais cette classe dirigeante-là, elle était, j'allais dire, pleine non seulement d'enthousiasme, d'optimisme, d'idées neuves, et surtout, elle avait une sorte de fidélité à elle-même, à ses propres idéaux. Elle a construit la Troisième République, en fait. Elle a construit les lois sur la laïcité, elle a construit la loi sur l'école obligatoire, elle a construit la loi sur les associations, et elle a permis, contrairement à ce que pensaient les royalistes de l'époque, à la Gueuse, comme il disait, de tenir le choc, un choc terrifiant, Verdun, face à l'agression allemande. Et donc, cette classe dirigeante-là, elle a eu son heure de gloire. Elle a façonné la société, elle lui a apporté plus qu'elle ne lui a pris, finalement. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette même classe dirigeante, les mêmes gens, c'est-à-dire qu'ils viennent des provinces, élus à la Chambre des députés, souvent avec des idées socialistes, radicales socialistes, très républicaines en réalité, c'est cette même classe dirigeante, la même sociologie, va se retrouver dans une situation de défaite intellectuelle, morale, de corruption aussi, large, dans l'entre-deux-guerres. Ce sont finalement les mêmes. Mais ce ne sont plus les mêmes parce qu'ils ont défailli. En fait, ils ont défailli, mais je crois aussi que peut-être les meilleurs de cette classe-là avaient été tués entre 14 et 18. C'est pas impossible non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle... c'est vrai. Une telle saignée, si vous voulez, que peut-être ils n'étaient plus au niveau des précédents. C'est vrai, mais il y a un épuisement du modèle. Il y a cette phrase qui a vraiment fait tilt chez moi quand je l'ai lu sous la plume de Chateaubriand dans Les Mémoires d'Outre-Tombe. C'est toute classe dirigeante connaît trois âges. L'âge des supériorités, l'âge des vanités, l'âge des privilèges, pardon, et l'âge des vanités. Et née dans le premier, elle va s'abîmer dans le second et mourir dans le troisième. Donc Chateaubriand sous-entend qu'il y a une sorte de loi, d'ascension, de plateau et de chute pour toute classe dirigeante. Et en fait, quand on réfléchit, c'est tout à fait vrai. Et c'est complété avec le raisonnement d'un sociologue et d'un économiste italien que je ne ferai pas à l'affront de vous présenter, qui est Pareto. Bien sûr. Vous connaissez très bien, tous les économistes connaissent. Pareto s'est beaucoup intéressé à la question des élites et des classes dirigeantes. Et il reprend cette typologie de Machiavel en disant qu'il y a finalement des tempéraments de renard et des tempéraments de lion. Oui, c'est ce que disait Churchill aussi, oui. Et il dit, les classes dirigeantes, quand elles prennent le pouvoir, quand elles le prennent d'assaut, elles sont des lions. C'est-à-dire qu'elles ont la mentalité des lions, elles sont dominantes, elles ne vont pas se laisser arracher la proie, le morceau, au contraire, elles vont tendre à le conquérir, et elles sont pleines d'énergie et de volonté. Et ensuite, une fois qu'elles sont installées, elles se transforment lentement mais sûrement en renards. Et c'est-à-dire qu'elles vont finir par finasser, ruser, etc. Elles ont un peu perdu la mémoire de la conquête. On retrouve ça aussi d'autres historiens. Ibn Khaldoun, le chroniqueur des... On le retrouve dans toutes les fortunes, si vous voulez. Dans toutes les fortunes. Dans toutes les fortunes. Vous avez le grand-père qui a l'idée, le fils qui garde et le petit-fils qui dilapide. C'est une idée, au fond, très grecque, d'une sorte de décadence inévitable. Oui. Et donc, ça veut dire qu'une classe dirigeante, elle doit rester vraiment extrêmement vigilante et aux aguets si elle veut conserver le pouvoir. Et l'énarchie dont on parlait tout à l'heure, les inspecteurs des finances ou même les technocrates, on peut ajouter les polytechniciens du corps des mines, moi je crois que lorsque le général de Gaulle les a mis sur orbite dans les années 60, ils ont fait beaucoup de bien à la France en réalité. Parce qu'ils y croyaient, ils avaient des places à conquérir, ils avaient leurs preuves à faire d'une certaine façon, parce qu'ils avaient aussi une foi chevillée au corps. La foi est très importante, la foi, le fait de croire à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, c'est absolument essentiel. Et les gens le sentent. Bien sûr qu'ils le sentent. Bien sûr qu'ils le sentent. Et les gens le sentent très bien. Et ils étaient très souvent quand même enracinés quelque part en France, dans une région. Surtout lorsqu'ils essayaient de passer en politique. Oui, surtout. Et quelque part, dans ces gens-là, ceux qui partaient à la retraite n'avaient jamais fait fortune.
ils allaient prendre leur retraite en Provence. C'est ça. Mais ils étaient, faut dire, ils n'avaient pas les superbes maisons du coin, quoi. Parce que leur ethos, leur éthique, c'était la devise de l'École nationale d'administration, c'est servir sans s'asservir. Parce que précisément, ceux qui fondaient leur supériorité sur le commun des mortels, non seulement sur le kidam, mais aussi sur le chef d'entreprise, et qui leur donnait l'autorité d'agir, c'était non seulement la croyance qui est inscrite dans le droit administratif que finalement la somme des parties forment un intérêt général qui est au-dessus de l'intérêt des parties, mais qu'eux-mêmes avaient dévoué leur vie à cette idée, suivant laquelle l'intérêt général, l'intérêt de la nation est supérieur aux intérêts particuliers. Donc se laisser corrompre, c'était complètement inimaginable, en fait. Inimaginable. Et ce que j'ai appelé... C'était des choix, en fait. C'était des choix. Et c'est ce que j'ai appelé dans un certain nombre de mes écrits les moines soldats. C'est exactement ça. C'était des moines soldats qui, dans le fond, se sont battus pour la France, pour redresser, mais j'avais un ami anglais qui est à la Chambre des Lords aujourd'hui en Angleterre, qui me disait toujours, mais comment avez-vous fait pour avoir des types de cette qualité qui acceptaient d'être sous-payés? Et je leur ai dit, c'est parce que c'était des moines soldats. C'est-à-dire qu'ils étaient payés de manière symbolique. C'est ça. Il y avait un paiement symbolique. Alors on leur donnait, ils étaient terminés commandeurs de la Légion d'honneur, et c'était très bien, mais ils étaient... Donc, cette classe a disparu, et moi aussi. Parce qu'elle n'y croit plus, il faut dire. Le poisson pourrit par la tête. C'est à Rome, 2 augures ne pouvaient croiser le regard sans sourire, à la fin de l'Empire romain. Donc, à partir du moment où un inspecteur général des finances qui a raté, c'est quelqu'un qui n'a pas été pantouflé dans le privé le plus vite possible pour faire le plus d'argent possible. En réalité, réussir à l'ENA, c'était un moyen de faire fortune voilà. Plus rapidement, sans prendre de risques. Sans prendre de risques. Et sans avoir d'idée. Sans avoir le risque de l'échec. Exactement. Parce que le capitalisme est noble, parce que vous mettez votre argent en jeu, et si vous mettez votre argent en jeu et que vous le perdez, ben vous êtes ruiné. Mais si vous mettez votre argent en jeu, et si ça marche pas, vous appelez un copain avec qui vous avez été à l'ENA pour qu'il vous tire du trou, et c'est ce qui s'est passé dans la crise de 2008-2009, où quand même, dans l'histoire, il n'y a jamais eu une crise à peu près aussi grave, et il n'y a pas eu un gars, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en France, qui a été en tôle. Si, aux États-Unis, si. Il y en a eu un, je crois. Ouais. Un, c'était un gars qui avait fait du trading dans un sous-sol, je sais plus quoi, mais il n'y avait pas un des grands patrons, ni Mac, Morgan Stanley, ni le patron, aucun n'a rien. Il n'est rien arrivé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a un changement d'éthique qui nous amène, dans le fond, de celui qui veut travailler pour le bien commun à celui qui travaille pour son bien personnel. Et là aussi, la population le sent. Et c'est le moment où elle veut changer les élites, en général. Absolument. Mais là, on a une sorte d'intersection, parce qu'il y a une déchéance de l'élite technocratique française qui ne croit plus au modèle de l'intérêt général, à la nation, à l'État. Et donc ça, c'est sa propre trajectoire de chute. Mais il y a aussi une forme de déchéance du capitalisme occidental et des classes dirigeantes occidentales. Parce que ce diagnostic des somewhere, des anywhere, il n'est pas spécifiquement français. C'est celui que dresse Guy, lui, mais Goodhart fait le même, et Nash avait pressenti ça aux États-Unis dans les années 70. Donc je pense que le capitalisme, oui, vous avez raison, sa noblesse, ses lettres de noblesse ont été conquises par l'idée du risque, mais à partir du moment où... c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Non, mais si vous pouvez capturer l'État, à ce moment-là, vous passez dans un régime qui est complètement différent, celui que j'appelle du capitalisme de connivence. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple dans les éoliennes en ce moment en France. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait étonnant. Il y a, on paye tous pour ces éoliennes et apparemment ça profite qu'à 5 ou 6 groupes, quoi. Qui ne prennent aucun risque puisque le prix de l'électricité est bloqué, etc. Donc, à partir du moment où vous pouvez capturer l'État par l'intermédiaire de quelques amis, vous pouvez passer des contrats avec l'État ayant le pouvoir de taxer, qui fera remonter les taxes chez les individus. C'est quand même beaucoup moins dangereux que d'avoir des concurrents, quoi. Ça, c'est via la connivence avec le pouvoir administratif et politique, avec les gens qui font les normes. Mais il y a un autre mécanisme, me semble-t-il, c'est que à partir du moment où il y a, disons, cette désintermédiation financière et les démarrages de ce phénomène de globalisation avec les mouvements financiers, moi, il me semble, en tout cas, qu'il y a un transfert du risque. C'est-à-dire que le détenteur du capital, c'est l'origine d'ailleurs de l'invention de la SARL, c'est pour pas que l'épargnant perde tout. Il perd au moins la mise qu'il a investie. Et on sait, c'est une loi du capitalisme, que l'espérance de gain est symétrique par rapport à l'espérance de perte. Donc on sait que plus on va gagner gros potentiellement, plus on peut perdre gros potentiellement.
Donc c'était ça l'idée du risque capitalistique. Mais là, depuis qu'il y a cette désintermédiation financière, j'ai l'impression que le risque a été reporté sur les salariés, sur le facteur travail. Parce qu'en réalité, ces fonds de pension garantissent un rendement puisqu'ils ont la terre entière pour déplacer leurs billes. Alors, ils y arrivent plus, c'est tout à fait vrai, parce que maintenant, il y a un problème systémique même à un échelon. C'est-à-dire que le capitalisme de connivence amène à une baisse de la rentabilité du capital investi, qu'on le veuille ou non. Et donc, comme les fonds de pension ne fonctionnent que sur la rentabilité du capital investi, en subventionnant ce capitalisme de connivence, ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Mais je voudrais aussi dire autre chose, c'est que la monnaie a été accaparée par un certain nombre, par cette classe dirigeante, et que des taux d'intérêt bas, c'est un impôt mis sur les pauvres au profit des riches. Parce que si vous êtes riche, c'est que vous avez des actifs. Bon, eh bien, vous allez voir votre banque et vous dites donc, les taux d'intérêt sont à 0, moi je vous donne mes deux ou 3 immeubles en garantie, et vous allez me prêter de l'argent pour que j'achète un autre immeuble. Donc le capital va vers des actifs existants, rentables, dont le prix monte, mais plus un rond ne va dans le capital nouveau, et donc la productivité baisse. C'est très juste, ça c'est une sorte de lutte ou de bras de fer entre la richesse du passé et la richesse du futur. Voilà. Donc là, pour le coup, ça bloque la richesse du passé. La richesse du passé, et ça favorise ceux qui ont de l'argent de manière cancéreuse au détriment de la richesse du futur qui ne sera pas créée. Et la seule façon que la richesse du futur se bâtisse, c'est que le rendement du capital, que le coût du capital soit égal au rendement du capital. C'est-à-dire que les taux d'intérêt bas, c'est une saloperie faite par Goldman Sachs pour s'enrichir au détriment des travailleurs. Et c'est fait avec le soutien de la classe dirigeante qui, en ayant accepté les thèses keynésiennes, croit que des taux d'intérêt bas favorisent la croissance. Alors que je peux vous montrer que des taux d'intérêt bas amènent toujours et partout à des baisses de la croissance structurelle. Ça, c'est tout à fait vrai, mais c'est non moins vrai qu'à partir du moment où le capital s'est totalement émancipé, disons, d'un cadre national, et que le capital a pu circuler librement, on voit comment, finalement, c'est le travailleur qui, lui, est englué sur un territoire qui va devenir la variable d'ajustement. Et de fait, c'est pas... pour limiter la perte de capital, on a accepté une augmentation du risque de chômage considérable, voire une baisse de la rémunération du travail. Oui. Et donc là, je crois qu'on a une erreur qui est fréquemment commise, me semble-t-il, notamment quand on caricature l'effet des fameux 1% qui capteraient la globalisation à leur avantage, etc. En fait, je crois qu'il y a réellement une sorte d'éthique de cet esprit californien ou cet esprit de turbo-capitalisme complètement délesté des frontières, qui, numéro 1, n'est pas que partagé par 1%, ce serait trop simple, ça ne fonctionnerait pas, mais probablement par au moins 25 ou 30% de la population des pays développés. Mais c'est les salariés de ces gars-là aussi. Ce sont, les salariés de ces gars-là, 2, ceux qui vivent dans les centres-villes qui sont levés par les courants de la mondialisation, et 3, les derniers qui votent en réalité, parce que les autres ne votent quasiment plus, ou votent pour des partis qui peinent à s'associer entre eux et qui sont tenus soigneusement à l'écart du pouvoir. Mais surtout, il me semble que il y a une forme disons, d'éthique, enfin j'ai du mal à parler d'éthique vraiment à proprement parler, mais en tout cas je crois que l'idée que de servir le bon plaisir individuel, de se dire que finalement tout horizon collectif, ça relèverait d'une forme de passion triste, comme dit le président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, la nation, l'intérêt général, l'altruisme, tout ça, ce serait des faunées d'un intérêt individuel qui ne saurait pas se servir, ou qui ne saurait pas aller au bout de lui-même, finalement. Il y a cette idée quand même profondément ancrée que réussir sa vie, c'est réussir à se servir soi-même et à ne rien lâcher sur son propre désir, comme dirait Lacan. Donc je pense que ces élites, entre guillemets, parce que je pense qu'elles sont plus très admirables, ni moralement ni intellectuellement. Ces élites, elles ont quand même une définition du bien et du mal. Je pense qu'elles sont si on ne comprend pas comment la manière dont ça fonctionne, c'est pas un pur cynisme. Non, c'est pas un pur cynisme. Il y a l'idée de débarrasser l'humanité, par exemple, des maladies, il y a l'idée de vaincre le cancer, il y a l'idée de lutter contre la faim, etc. Mais simplement, il y a cette idée que seule une minorité est en mesure de se faire son propre bien individuel, en fait. Voilà. Mais pour revenir à cette idée qui est essentielle, c'est une idée très généralisée dans le monde protestant anglo-saxon. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, catholiques, on est toujours en train de se dire, on sait que la frontière du mal passe au milieu de nous. On est à la fois très bon et très mauvais, quoi. Tout le monde le sait.
Mais ces gens-là, à partir du XVe siècle, ils ont commencé à penser que s'ils réussissaient dans la vie, c'est que c'était une élection divine. Et le mal passe à l'extérieur d'eux. Et ça, c'est quelque chose de très curieux, parce que j'ai vécu dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose que j'ai jamais rencontré en France, quoi. C'est le type qui fait une saloperie en France, il sait qu'il fait une saloperie, quoi. On le raconte pas, il se raconte pas d'histoire en quelque sorte. Mais le type aux États-Unis et tout, il vous dit mais enfin si j'ai réussi aussi de façon aussi splendide, c'est que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Bien sûr. Et ça c'est très inquiétant parce que Dieu l'a voulu, c'est le début de tout les totalitarismes. Hein. Dieu l'a voulu, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire en Iran. Hein. Donc j'ai un petit problème là, c'est que... Non, et puis il y a une névrose, pour qui connaît un peu le monde anglo-saxon. Quand on voit dans quel contexte, dans quel cadre, mais j'allais dire même esthétique, vivent les élites anglo-saxonnes, on est quand même effaré. D'abord effaré par le mauvais goût, effaré par une sorte de rapport, pour le coup, sur des passions tristes, de rapport très très névrotique à la vie. Enfin, quand on remonte le Grand Canal à Venise, on se dit que les capitalistes vénitiens savaient ce qu'était la beauté. Quand on regarde les demeures de Trump et autres, on se dit que c'est quand même là où allait notre président Sarkozy, croyait qu'il allait sur la Lune ou sur le plus bel endroit du monde. Il allait dans cette station sur la côte est américaine où vont tous les milliardaires l'été, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un endroit que je connais qui est absolument sinistre, bourré de golf et d'endroits absolument sinistres. Donc il y a quelque chose dans ce monde anglo-saxon qui est très puritain en fait, et très... c'est très puritain, sombre. qui est puritain, mais en même temps, si vous voulez, il se raconte des histoires, parce que vous prenez quelqu'un comme Facebook, par exemple. Ça fait des années qu'en servant du prix très élevé de leurs titres, ils achètent tous les concurrents potentiels. Donc ils détruisent la concurrence qui est leur seule excuse en quelque sorte. Donc on est en train de passer dans ce que j'appelle, je m'excuse pour les pauvres auditeurs, qui s'appelle un oligopsone. C'est-à-dire ils essayent de bâtir des oligopoles, des monopoles, des monopsones, c'est-à-dire des machins qui soit contrôlent complètement la vente, soit contrôlent complètement l'achat, quoi. Et donc vous avez des systèmes, et il y a des économistes anglais qui ont prouvé vers 1930 que les monopsones en particulier cherchaient toujours un équilibre qui était insuffisant. Ils cherchent à maximiser leur profit et non pas le profit de la... Donc on est dans un monde qui, moi, me gêne. Alors, dans votre livre, Populophobie, bien sûr, vous parlez beaucoup des élites, mais vous montrez qu'en face des élites, il y a un peuple qui est un peu séparé entre les gilets jaunes et les Black Blocs et la grande sensibilité islamiste. Alors comment on fait le lien entre les deux dans la vie réelle, puisque c'est notre... Ce qui est vraiment frappant, ça a frappé tout le monde. D'abord, on a eu quand même cette surprise au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Ça a été souligné à juste titre que ces immenses rassemblements, il y avait très peu de gens des banlieues, il y avait très peu de Français issus d'immigration africaine ou musulmane. Ça a été confirmé dans cette sorte de grande jacquerie des ronds-points, où on a vu très peu, et bien sûr, heureusement, mais globalement, ce qui est frappant, c'est que les conditions socio-économiques sont les mêmes. La précarité est la même, les salaires sont très faibles, il y a une grande dépendance aux transferts sociaux qui, contrairement à ce qu'on raconte, on peut vivre et on peut survivre avec des transferts sociaux, mais c'est pas la grande joie. Donc on aurait pu imaginer que cette mobilisation, qui était d'abord une mobilisation économique et sociale, aurait drainé tous les gens qui étaient dans la même situation objective, comme diraient les marxistes. Eh bien pas du tout. En fait, ça a été essentiellement le fait de la fameuse France périphérique. Pour autant, je crois... Alors, dans le livre, je parle d'une sorte de nouveau tiers-État, parce que il me semble que c'est quand même une France qui est... vous savez, il y a tout ce débat sur qu'est-ce que le peuple. Il y a l'étymologie, soit c'est populi, c'est vraiment la totalité du corps électoral, comme à Rome ou à Athènes. Et là, il n'y a pas que les Gilets jaunes ou la France périphérique qui votent. Tout le monde a le droit... Enfin, tous les citoyens français de 18 ans ont le droit de vote. Mais il y a cette autre définition qui est les prolétaresses, la partie la plus fragile économiquement du corps électoral.
quand on met les deux, on superpose les deux définitions, on se rend compte que c'est quand même 60%, 60 et 70% du corps électoral qui a été un peu séduit à un moment par les idées des Gilets jaunes. Ils n'ont pas tous débrayé, ils ne sont pas tous retrouvés sur les ronds-points, mais ça fait quand même du peuple, au point où on peut se demander si c'est même pas le peuple, quoi, finalement. Mais il y a ce que j'appelle une sorte de tiers séparatiste. Alors comment expliquer ce tiers séparatiste? C'est bien évidemment pas du tout un déterminisme ni ethnique, ni même religieux, même si je ne nie pas le poids considérable qu'ont les représentations religieuses pour les êtres humains. Donc je pense que c'est surtout le fait, d'abord il y a une différence géographique notable, c'est que ces fameuses banlieues, où il y a ce tiers séparatiste, elles sont proches quand même de ces grandes mégalopoles, ou ces grandes métropoles, qui connaissent peu de chômage, de la croissance économique, et où habitent ce que j'appelle le clergé ou la noblesse, c'est-à-dire ceux qui profitent finalement de la globalisation, les 25 à 30%. Et donc, soit parce que ils vivent de petits boulots, soit parce que, alors ça peut être des serveurs Deliveroo, peut-être les gens qui font la plonge dans les restaurants, des gens qui vendent ou malheureusement du trafic de drogue. Oui, bien sûr. Et c'est une sorte de service à la personne, c'est finalement comme un autre. Qui a été fortement perturbé d'ailleurs par le confinement, d'où l'accélération de l'ensauvagement. Donc je pense qu'il y a cette différence-là. Donc économiquement, leur sort finalement est moins mauvais. Ils ont fait l'objet de beaucoup plus de transferts sociaux. C'est la fameuse politique de la ville. Et ils sont d'une certaine façon mieux traités symboliquement par la noblesse. Ils sont mieux traités symboliquement, alors on le voit avec toute cette... je confère l'entretien donné par le président de la République à Brut. Voilà. Donc on voit bien que entre 40 ans de passage à tabac des classes moyennes, pas un seul commentaire, face à 2 ou 3 faits divers qui concernent des gens qui ont une couleur de peau un peu plus sombre que les autres, ça devient une affaire d'État. Et puis il y a cette aliénation aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir notre George Floyd à nous, etc., puisque cette classe dirigeante, elle est effectivement très très anglo-saxonisée. Alors, maintenant, il faut quand même sortir de tout ça. On a un problème des élites. Comment sort-on? Est-ce qu'il faut passer... La solution que je trouve, c'est qu'il faut rendre la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple. Et quelque part, lui donner enfin le référendum d'initiative populaire, me semble-t-il. Mais je ne sais pas si vous partagez cet avis. Si, même si je ne crois pas que ça puisse être l'alpha et l'oméga, parce qu'en fait, je crois que je plaide pour une sorte de renouvellement de la classe dirigeante. Et le renouvellement de la classe dirigeante, je reprends ces trois marqueurs, en fait, pour qu'il y ait vraiment un renouvellement de la classe dirigeante, il faut qu'il y ait un changement de paradigme, donc... une crise. Pardon ? Une crise. Une crise pour une nouvelle grille, d'une certaine façon, d'analyse, c'est-à-dire... alors je le dis de manière un peu virulente ou un peu caricaturale, on peut prendre quasiment toutes les pétitions de principe ou tous les postulats de la classe dirigeante et les inverser et on voit à peu près ce qu'il faudrait faire. Donc changer la grille d'analyse, changer la sociologie, donc effectivement arrêter de compter sur la technocratie administrative en particulier pour générer, disons, une élite. Ça s'étend parce que je parle de nouvelle noblesse, et il y a la noblesse d'Europe, ce sont les technocrates, ce sont d'abord les énarques, et il y a aussi la noblesse d'épée nouvelle manière. Cette noblesse d'épée nouvelle manière sont vraiment les gens qui détiennent le capital et surtout qui sont dans ces grandes entreprises effectivement très proches du pouvoir, le fameux CAC 40. Donc, et paradoxalement, même si ceux-là célèbrent en permanence le risque et que la compétition mondiale, ils en sont relativement abrités. Donc, je crois que renouveler la sociologie, c'est déjà ne pas prendre cela. Mais alors, à quelle sociologie on pourrait penser ? Je crois que, d'abord, on est dans un univers très technologique. Donc, il n'est pas complètement absurde de penser que des ingénieurs, des scientifiques, des médecins auraient probablement beaucoup de choses à faire dans les sphères dirigeantes. En tout cas, ils auraient une culture scientifique et technologique qui ne serait pas absurde. Ce ne serait pas absurde de la mettre en avant. De la même façon, je pense qu'il serait intéressant d'avoir une véritable élite qui s'est frottée à l'expérience internationale, ce qui est très peu le cas finalement de la classe dirigeante française. Et enfin, il y a probablement aussi un effet de génération, toujours. C'est-à-dire que ce sont quand même les jeunes générations, les nouvelles générations qui vont porter ces nouvelles idées et qui vont renouveler cette sociologie. Parce qu'il y a une sorte de masque de jouvence avec Emmanuel Macron,
Mais en fait, les réseaux de pouvoir, on le sait, sont les mêmes quasiment depuis Chirac et probablement même encore avant. Oui, donc il y a une Parce sorte que je voudrais, de masque de jeunesse. Je voudrais rappeler quelque chose. J'aime bien un historien anglais qui s'appelle Toynbee. Bon, remarquable. Je suis content qu'il vous plaise parce qu'il a écrit un livre tout à fait remarquable qui s'appelle A Study of History, qui en a traduit en français l'histoire, dans lequel il essaye d'expliquer que dans le fond, les civilisations, les religions, c'est un peu une façon pour les civilisations de communiquer avec la civilisation suivante. Si vous voulez. Enfin, et il dit, dans le fond, quelque chose qui m'a toujours paru tout à fait juste, c'est que quand les élites, leur rôle, c'est de régler les problèmes qui assaillent la société dont ils sont les chefs, en quelque sorte. Et puis, s'ils n'y arrivent pas, le même problème, qui n'a pas été résolu, se retrouvera posé ailleurs, mais on ne verra pas que c'est le même. Et s'ils n'y arrivent pas, à un moment, il va y avoir quelque chose qui se passe, c'est soit la disparition du pays, soit la disparition de la classe politique elle-même, remplacée par une autre, comme par exemple en 58 en France, quoi. Soit la fin de la civilisation elle-même, comme l'Amérique latine, par exemple, quand les Espagnols sont arrivés. Donc on est dans un moment où on sent très bien que notre élite est insuffisante, on sent très bien qu'il faut mais on sent très bien que les risques derrière sont considérables. Considérables. Et sans vouloir faire de prédictions, parce que si quelqu'un était capable de prédire quoi que ce soit, le socialisme marcherait, mais la réalité, c'est que les lignes de force qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés sont extrêmement préoccupantes. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose qui risque de ne pas être agréable, quoi. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça risque d'être soit économique, soit politique, soit guerre civile. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont assez inquiets, mettons, et à juste titre. Donc, jamais mais en même temps, ces élites ils ont bien contrôlé les médias, tous les instruments de pouvoir. Maintenant, ils contrôlent complètement l'argent par la BCE. Donc, si vous voulez, ils vont être difficiles à déloger. Comment on va faire ? Je ne sais pas si les déloger et le risque principal, c'est qu'elles nous entraînent dans leur chute, ces élites, finalement. Voilà, un peu comme exactement comme avec la ligne Maginot. Ou comme les nazis, si vous voulez. Absolument. Parce que Hitler savait en 1943 qu'il avait perdu la guerre, mais il a continué pendant 2 ans parce qu'il pensait que, dans le fond, si l'Allemagne perdait, c'est qu'elle ne méritait pas de survivre. Exactement. Donc là, il y a ce même mécanisme, parce que souvent, il y a un aveuglement au désastre. Les classes dirigeantes arrivées en bout de course, comme disait tout à l'heure Chateaubriand, elles ont à la fois l'impossibilité de se remettre en cause elles-mêmes, elles se raidissent. C'est bien expliqué aussi par Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Il y a vraiment un durcissement. Moins les aristocrates d'Ancien Régime étaient utiles socialement, plus c'était des parasites, et plus ils insistaient sur les préséances et le respect des privilèges. On l'a vu dans l'armée avec les 16 quartiers de noblesse, c'était effrayant. Donc il y a ce risque de raidissement, et en même temps, il y a le fait qu'ils préfèrent finalement tout perdre plutôt que de renoncer à ce qu'elles considèrent comme étant leur identité, quoi, finalement, la raison de leur pouvoir et de leur prestige. C'est très important ce que vous dites, parce que vous m'expliquez peut-être quelque chose là. C'est-à-dire que nous, autrefois, nous avions qu'un objectif, c'était la France. Et vous êtes en train de dire que dans le fond, ces gens-là préfèrent que la France crève que leur pouvoir. Ils vont pas nécessairement le penser, ça va pas nécessairement être conscient, mais je suis absolument certain que pour un membre de la classe dirigeante, prenons cet exemple concret, par analogie avec la ligne Maginot, l'idée qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne et qu'on ne peut pas quitter l'euro, c'est un totem absolu. Voilà. Et donc, préféreront en effet aller jusqu'au désastre, économique, monétaire, financier, plutôt que de lâcher ça. Parce que pour eux, il est impossible d'être quelqu'un d'intelligent et de faire partie de la classe dirigeante et de ne pas croire à l'euro. Croire à l'euro, c'est faire partie du club. Donc si je lâche ce totem, finalement, le roi est nu et ils ne sont plus rien. Et on avait le même phénomène dans l'état-major en 40. Ne pas croire à la ligne Maginot, c'était ne pas être quelqu'un de sérieux. En fait, le colonel de Gaulle, c'était pas un gars sérieux. Il était un petit prof d'histoire à l'école de guerre, mais enfin, il n'était pas sorti dans les meilleurs, à Saint-Cyr, etc. Donc, c'était pas un gars qu'on pouvait prendre au sérieux. De toute façon, quelqu'un qui conteste à ligne Maginot, c'est pas quelqu'un qu'on peut prendre au sérieux. Et donc, on voit vraiment cette espèce d'aveuglement au désastre. Effectivement, ils risquent de nous entraîner avec eux dans leur chute. Donc, il y a nécessité d'échanger. Et finalement, c'est la chute elle-même qui provoque ce renouvellement. Parce que, vous avez raison, vous le sous-entendiez dans votre question, ils ne lâchent pas le morceau
ils ne lâcheront pas le morceau d'eux-mêmes. Ils tiennent tous les leviers de commande. Et en définitive, c'est pas leur intérêt de reconnaître leur erreur. Là, la crise du Covid, je pense, a un effet apocalyptique au sens étymologique, un effet de dévoilement incroyable. On voit bien que rembourser la dette, ça n'avait déjà pas trop de sens avant. Là, ça n'a plus de sens. À 90% du PIB, ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors, à 126% du PIB, ça a encore moins de sens. Mais si les Français s'arrêtent un instant, 44 milliards par an de remboursement d'intérêts de la dette. Dites-moi, ça en fait des Lidrea, ça en fait des porte-avions Charles de Gaulle. Donc si les gens se rendent compte par eux-mêmes de l'état de la catastrophe, c'est incroyable. Alors c'est vrai du remboursement de la dette, les gens vont se rendre compte à un moment que c'est vrai de l'euro, c'est vrai... Et vous voyez, Emmanuel Macron, je trouve ça fascinant, il est obligé un peu à la manière de Louis XVI de dire les mots, c'est-à-dire d'afficher la cocarde, de dire oui, moi aussi je suis pour la souveraineté... européenne. Enfin, bon, je suis pour la souveraineté, je suis pour la réindustrialisation, il faut que la production revienne, il faut que les emplois reviennent, il faut que l'État arrête de subventionner des associations islamistes. C'est des aveux qui sont redoutables, entre nous, soit dit, redoutables. Ça laisse à penser quand même que les choix stratégiques faits depuis 30 ou 40 ans étaient des choix qui nous amenaient dans le mur. Mais finalement, il est en train de percer la coque de son propre navire. Il est en train d'expliquer que ce qui faisait la supériorité de la classe dirigeante énarchique CAC 40, enfin cette congruence des deux, cette conjonction des deux, finalement nous amenait dans le mur. Donc ils sont en train de se renier eux-mêmes. Et ça, je pense qu'ils le font, et notamment M. Macron le fait, parce que c'est un véritable caméléon dans les mots. Mais en réalité... il n'a pas la surface pour le ni le... Non, et puis la garde suisse piétine la cocarde en secret, quoi. Oui, donc, c'est ça, voilà. On le sent très bien. Dernière question, et puis ensuite on va s'arrêter, mais là c'est à l'homme de presse que je parle. Vous avez... il y a eu quand même une espèce d'omerta depuis bien longtemps sur ceux qui alertaient contre les dangers de l'euro, de cette absence de risque, de ces taux d'intérêt trop bas, enfin bref, toutes les choses dont nous avons longuement parlé ici. Pourquoi la presse a-t-elle été tellement dépendante de ces gens-là en vantant leur mérite sans arrêt? Parce qu'ils étaient achetés? Parce que la presse n'est plus indépendante? Quelle est exactement la raison? Parce que autrefois, si on avait eu un Raymond Revel, etc., encore capable d'écrire, j'imagine qu'ils auraient poussé des cris, quoi. René Girard, enfin on a eu des tas de... Aujourd'hui, où sont les vox clamantine deserti, si vous voyez ce que je veux dire? Bah, je crois qu'on a trois phénomènes. D'accord. Oh non, c'est ce qu'il dit, mais c'est trop... Je pense qu'il y a la conjonction de trois phénomènes. D'abord, la chute d'une classe dirigeante et d'une élite, c'est d'abord la chute de son niveau intellectuel, c'est d'abord la chute de sa capacité à comprendre le monde, à l'analyser, à se remettre en question, enfin à tout ce qui fait l'intelligence. Et donc là, le phénomène est très profond parce que on l'évoquait avant le début de cette émission, à partir du moment où les professeurs eux-mêmes ou les instruments de formation et de transmission des connaissances ne sont plus à niveau, là, il y a quelque chose qui va... Vous voyez, ça se met à dérailler. On atteint le point de non-retour. On atteint un point de non-retour. Donc je pense qu'il y a une chute de niveau. Et donc dans la presse aussi, il y a une chute de niveau culturel, une chute de niveau intellectuel. Évidemment, ça se conjugue avec un manque de moyens, la pressurisation que subissent tous les salariés, faites-en toujours plus avec toujours moins, et donc recopiez les dépêches AFP, puisque vous êtes trop peu nombreux pour aller sur le terrain, et puis maintenant vous recopiez pas les dépêches AFP, vous faites aussi sur Internet, puis vous faites aussi le film, et puis vous faites aussi l'enregistrement radio, et puis vous faites ça de jour, de nuit, etc. Bon, au bout d'un moment, les gens font un peu n'importe quoi, et c'est ce qu'on voit partout. Bon, donc comme ils ont été mal formés, et comme ils sont pressurés, ça casse. Il y a un deuxième mécanisme, qui est un mécanisme, effectivement, une explication simpliste, un peu marxiste, mais enfin, elle est quand même tout à fait réelle. On a non seulement une concentration des groupes de presse, mais ces groupes de presse qui se faisaient fort de plus être dans la main du pouvoir. Je ne suis plus dans la main de l'ORTF, sont maintenant détenus par quelques groupes capitalistiques qui, eux, ont tout à fait intérêt au maintien du paradigme
voilà, objectivement, c'est leur intérêt. Donc ça compte quand même malgré tout. Dans un journal comme le Figaro, vous pouvez raconter n'importe quoi du moment que vous dites pas du mal des Rafales. Enfin, je défie quiconque au Figaro de dire du mal des Rafales, qui est un excellent avion par ailleurs, mais quand même. Voilà. Enfin, un troisième facteur, et je pense que c'est peut-être le plus déterminant, c'est justement le fait que ce que j'appelle le clergé, parce qu'il y a une néo-noblesse qu'on a décrite, c'est-à-dire l'énarchie d'un côté, noblesse de robe alliée avec le CAC 40, nouvelle noblesse d'épée, ces gens-là vivant à part, ces gens-là ayant un sentiment très fort de supériorité, ces gens-là étant vraiment très endogames, etc., ils sont appuyés quand même symboliquement par un clergé. Et ce clergé, la presse en fait évidemment partie. Quel est le rôle de ce clergé ? Ce clergé consiste... son rôle, c'est de chanter les louanges de l'ouverture, chanter les louanges de la tolérance, chanter les louanges de l'euro, chanter les louanges de l'état de droit, chanter les louanges de l'immigration et du sans-papier, etc. Voilà, donc c'est sanctifié, légitimé, pourquoi pas un peu de farce sur Meurice, le CAC 40, enfin, ce sont les bouffons de la cour sur France Inter. Mais enfin, grosso modo, il y a une adhésion idéologique sincère et puissante des journalistes qui sont comme la classe dirigeante, c'est-à-dire si on fait un sondage parmi les journalistes, il y a 8 journalistes sur 10 qui vont voter pour l'Union européenne. Si vous faites un sondage aujourd'hui, un référendum, je sais pas, mais enfin on est à mon avis très au-delà des 56% du rejet du traité constitutionnel européen. Donc ce décalage entre la vox populi et puis ce que pense la classe dirigeante est vraiment frappant. C'est pas original que la classe dirigeante pense différemment de la masse. Ce qui est original, c'est que la classe dirigeante ne pense plus, en fait. Ça, c'est très original. Bah écoutez, voilà un constat qui est intéressant. Donc, ils sont dans un état d'électroencéphalogramme. De mort cérébrale. Eh bien, voilà qui nous promet des jours glorieux dans le futur. Je suis vraiment content de vous avoir interviewé parce que vous êtes au cœur du débat, en quelque sorte. Vous vous battez, comme nous, dans la mesure de nos moyens. Mais je crois que votre diagnostic est particulièrement perspicace. Merci.